ZTO, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétien ou athée, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Guillaume Devoux. Aujourd'hui, un épisode auquel l'aide à l'Église en détresse a souhaité s'associer en participant à ses frais de production et de diffusion, et je tiens à l'en remercier particulièrement. L'aide à l'Église en détresse, qu'on appelle aussi l'AED, c'est une fondation pontificale qui soutient spirituellement et matériellement aussi les chrétiens dans le monde, partout où ils sont confrontés à des persécutions, des difficultés matérielles, des discriminations. L'AED qui porte 3 missions: informer, prier, financer. Informer de la situation des chrétiens et de la liberté religieuse dans le monde, prier pour les chrétiens persécutés et financer des projets au service de l'Église. Dans le monde, chaque année, l'AED soutient ainsi près de 5000 projets dans 140 pays. Et je vous propose de vous emmener à nouveau en voyage aujourd'hui, mais un voyage incroyable à travers d'innombrables pays de la Haute-Asie, en compagnie d'un jeune couple qui a consacré 1 an de sa vie à explorer ces pays. Charles-Antoine et Cécile Schferrer, bonjour. Bonjour Guillaume. Bonjour. Charles-Antoine et Cécile Schferrer, merci d'avoir accepté cette invitation à participer à un épisode de ZTO. Vous êtes tous les deux très jeunes, vous avez 32 ans, vous êtes mariés il y a 4 ans, je crois. Vous avez déjà un petit garçon, Constantin, à qui est dédié d'ailleurs le livre dont on va parler. Vous avez étudié ensemble à HEC et Sciences Po. Vous êtes, Charles-Antoine, économiste. Vous avez déjà écrit un ouvrage sur le capitalisme, Partage le nouveau stade du capitalisme, c'est ça ? Oui, exactement. Et vous, Cécile, vous montez des projets entrepreneuriaux dans le handicap et vous attendez aussi un heureux événement dans pas très longtemps du tout. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Vous avez fait un voyage incroyable, alors pourquoi un tel voyage ? Alors, déjà une sorte d'étrange accord tacite entre nous, même pas eu besoin de négocier pour se mettre d'accord sur ce périple. On avait tous les deux la profonde envie, presque un besoin, de partir longtemps, dépouillé, loin, à l'aventure. Et le deuxième point serait, là on rentre plus dans le concept du voyage, mais ce sentiment peut-être d'urgence à aller voir ceux et celles qui vivent encore dans un univers qui n'est pas totalement marchandisé et mondialisé. Oui. Et pourquoi justement, c'était juste après votre mariage ? Pourquoi à ce moment-là ? Parce qu'il n'y avait pas encore d'enfants, c'était la principale raison ? Ou parce que c'était aussi donner une signification déjà à votre mariage ? Je pense qu'on avait aussi envie de commencer par, en effet, un acte peut-être un peu fort. Et c'est une période où on était attiré par le fait d'avoir eu une expérience de vie modeste ou pauvre ou indigente. Je ne sais pas quel est le terme le plus juste. Mais c'est vrai qu'on avait envie de commencer aussi cette nouvelle vie par une année dédiée à une cause intellectuelle et peut-être un peu spirituelle à travers un mode de vie extrêmement modeste. Vous étiez déjà des passionnés de voyage. Vous aviez déjà beaucoup voyagé ensemble et séparément ? Oui, beaucoup voyagé, plutôt séparément. On n'avait quasiment pas voyagé ensemble. Un petit peu. Parce que dans certains pays que vous avez visités, vous dites que vous y étiez déjà allé, donc et cette partie du globe vous était déjà connue. Oui, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle nous attirait encore plus. C'est un endroit, si on y met un pied, on a envie d'y revenir. Est-ce qu'on peut dire que cette passion du voyage, c'est aussi ce qui vous a rapproché l'un de l'autre ? Je pense que ça a fait partie aussi de notre proximité, oui. Et puis sur ces endroits où on avait déjà mis un pied et on voulait revenir, c'est aussi qu'on avait constaté qu'en allant 3 semaines, 1 mois dans certains territoires, on n'avait pas du tout la capacité d'aller suffisamment loin ou suffisamment en profondeur pour
réussir à rencontrer, à découvrir les coins les plus perdus. Alors je sais pas lequel des deux est le plus passionné de géographie que l'autre, mais il y a une très belle phrase dans le livre, je sais pas de qui elle est. La géographie est un chant de sirène. Certaines terres appellent à être foulées, certains peuples exhortent à les rencontrer. Bien, on avait en effet cette... C'est vous qui l'avez écrit, Charles-Antoine ? Tout est métissé. C'est-à-dire que en fait, même la façon dont on a rédigé le livre, on a toujours cherché à avoir... il y avait des narrateurs à chaque chapitre, enfin les lecteurs le verront, mais il y a un mélange de mots et donc c'est même difficile de dire qui a écrit une phrase parce qu'elle a tellement été repassée par l'un, puis par l'autre, puis par l'un. Mais celle-là, c'est toi. Peut-être. Alors le livre, on en parle, c'est Entre les plis du monde. Il est sorti il y a pas très longtemps. Au mois de mai. Aux éditions Alizio. Alors c'est un gros pavé de près de 400 pages, assez impressionnant. Même peut-être il dépasse les 400 pages, mais il est passionnant. On a eu l'extrême honneur de recevoir le prix du témoignage d'aventure pour ce livre qui nous a pris 2 ans à écrire, décerné par la Société des explorateurs français. Donc voilà, ça venait un peu parachever cette seconde aventure qui a été celle de la rédaction. Parce que vous êtes mariés depuis 4 ans et ce voyage, il date d'il y a 3 ans. On est rentré il y a 3 ans. Vous êtes rentré il y a 3 ans. Et votre démarche, on peut dire que vous êtes à la fois explorateur et ethnologue. C'est un petit peu les deux. Bon, du moins qu'on s'inspire. Hein. Je pense qu'on n'aura pas la prétention de dire qu'on est explorateur et ethnologue. Mais c'est vrai que En fait, les voyageurs qui nous ont le plus inspirés, c'est les explorateurs du 18e, 19e, qui du coup étaient dans une logique à la fois d'aventure et à la fois de réflexion. Donc c'est vrai que ça peut ressembler à un mélange d'exploration et d'ethnologie. Ensuite, un ethnologue restera dans un peuple 1 an, 3 ans, 10 ans. Évidemment, nous, on est quand même passé plus rapidement. Alors donc, ce voyage, il va durer 1 an. Et vous allez voyager au total dans combien de pays ? Alors je crois que vous n'aimez pas trop cette question, mais je la pose quand même. C'est comme la question du nombre de kilomètres. Enfin, tout ce qui est lié aux chiffres, à la volumétrie, qui est quelque chose de très ancré, je trouve, aujourd'hui dans notre monde, tout mesuré par le chiffre. Voilà, donc je n'aime pas trop y répondre parce que pour moi, ça d'ailleurs pas vraiment de sens. Le nombre de pays n'a pas de sens puisqu'on y passe beaucoup de temps dans chacun. Alors je vais pas vous dire le nombre de pays, mais je peux vous dire le trajet. Il y en a quand même beaucoup, oui. Voilà. Alors le trajet du Caucase à l'Himalaya, aller-retour si je schématise. Globalement, Arménie, Géorgie. Ensuite, une bascule vers l'Asie centrale, schématiquement vers les routes de la soie, pour arriver enfin dans la chaîne himalayenne. Donc tout au nord de l'Inde et puis à l'ouest de la Chine qu'on remonte jusqu'en Mongolie et on revient. Et en fait peut-être que vu de France c'est les pays qui importent. Mais nous comme on était donc on essayait d'aller voir des peuples et des tribus qui sont très isolés et qui du coup étaient dans des montagnes tout le temps. Finalement il y avait une très grande proximité entre certains peuples même quand on basculait totalement d'un pays à l'autre. Et nous on n'a pas du tout conçu notre itinéraire en fonction des pays. On l'avait vraiment conçu en fonction des territoires qui nous attiraient. Et à la limite, c'est plutôt des vallées qui nous intéressaient que des pays. Donc, par exemple, la Chine, c'est évidemment énorme. On n'a pu aller que 2 mois en Chine parce qu'on pouvait pas avoir de visa plus long. En fait, en Chine, on a été dans quelques vallées. Mais on est très loin d'avoir découvert ce pays. Et tout est très cohérent en même temps. Vous dites que vous avez voyagé en Haute-Asie et vous voyagez la plupart du temps dans les hauteurs de ces pays, les vallées proches des montagnes. Souvent, on contourne l'Himalaya au cours de votre périple. Et effectivement, on sent que les données de frontières comptent peu. C'est surtout des populations que vous êtes allés rencontrer, des traditions que vous êtes allés retrouver. Et typiquement, le terme de Haute-Asie, en fait, c'est un terme qui était beaucoup utilisé par les explorateurs, au 19e, 18e siècle, qui a complètement disparu. Et qui symbolisait ce commun qu'il y a entre les pays en stan, une partie de la Chine, une partie même du Vietnam, de la Birmanie. Les pays en stan, c'est tous ces pays Tadjikistan, Turkistan, Kyrgyzstan, ex-URSS. Exactement. Ouais, qui finissent en stan. Et à cette époque, on voyait toute cette partie comme un tout uniforme. Qui étaient du coup les parties montagneuses de ce centre du monde. Alors votre choix, il est très original aussi dans le mode de voyage dont vous avez déjà un petit peu parlé. Vous avez choisi surtout la marche à pied et il y a un de vous deux qui dit dans le livre « Seuls les souliers peuvent mener au cœur du monde ». J'ai trouvé ça très beau. Donc ce sera la marche à pied.
presque tout le temps. Enfin, pas tout le temps quand même, parce qu'il y aura plusieurs modes. Il y aura l'avion, parfois quand vous n'avez pas le choix, peut-être une fois. La moto, je me souviens, le nord du Vietnam, vous faites en moto. Par exemple, il y a le vélo, mais surtout la marche à pied. Oui, l'objectif était pour aller rencontrer ces ethnies, ces tribus isolées qui vivent donc sur les hauteurs, sur des contreforts. On essaye de s'approcher le plus possible avec un moyen de transport quel qu'il soit, donc souvent un vieux bus décrépit, et on s'arrête là où il n'y a plus de transport, et là on marche pour 3, 5, 10, 15, 20 jours, jusqu'à rencontrer ceux qu'on souhaitait rencontrer. Donc c'est la proximité, c'est en même temps moins onéreux, c'est plus écologique, parce que vous avez au cœur aussi d'avoir une démarche écologique. Je pense que ça n'a pas été conçu comme ça, c'est plutôt les externalités positives de notre voyage, comme diraient les économistes. C'est plutôt un impondérable, c'est-à-dire que les endroits qui nous intéressaient étaient les endroits les plus isolés, et si les cultures là-bas ou les croyances spécifiques ont survécu, c'est parce qu'il n'y a pas de route, parce qu'il n'y a pas de piste, parce qu'il faut y aller à pied. Et du coup, c'est à peine un choix. C'est-à-dire qu'à partir du moment où de toute façon on est attiré par les endroits les plus isolés, on ne peut y aller que à pied ou en hélicoptère. Alors il y a de nombreuses scènes cocasses, il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'humour, on rit beaucoup en vous lisant. On va pas toutes les citer, on peut pas toutes les citer, surtout 400 pages, on n'aurait pas le temps. Et puis il faut que les auditeurs aient envie de se transformer en lecteurs, et je les y invite. C'est souvent drôle, l'accueil, la cuisine, les transports. J'ai bien aimé cette scène au Tadjikistan où vous tombez sur 2 chauffeurs de taxi, dont un qui pense que vous êtes 5 tellement il est ivre. Mais le plus drôle, c'est quand même que vous vous tenez à monter dans sa voiture et il va vous emmener. Donc vous n'aviez pas peur? Il fallait qu'ils nous prennent, on n'avait pas le choix. Il n'y avait personne depuis des heures et des heures. C'est un endroit où il y a 2 ou 3 voitures qui passent par jour. Donc clairement, même si le chauffeur est dans un piètre état, on décide de monter. Oui. Et alors vous dormez comment la plupart du temps? Vous avez une tente? On a une tente, une petite tente, une tente discrète, une tente kaki. J'insiste sur le terme de discrétion, car les endroits où on va sont des endroits où il faut dormir dans des lieux en général agréés par le gouvernement, question de surveillance, etc. Du coup, on prend cette petite tente, et pour être discret, on n'a que la tente. Ça sous-entend, on n'a pas de tapis de sol, on n'a pas de réchaud, de choses qui prennent de la place. Voilà. Donc on a vraiment juste notre tente. La tente, mais pas tout le temps. Il y a quand même des moments où vous dormez dans des gîtes ou chez l'habitant. Dès qu'on passe par des villes, on n'a pas le choix, ou quand on est invité chez les gens. Parfois, on préférerait dormir sous la tente que chez les gens, vu la vermine qu'il y a sur le sol. Mais oui, voilà, globalement. Vous tombez sur des populations souvent très accueillantes. Vous en parlez, c'est quelque chose qui est frappant. Il y a le Kyrgyzstan, par exemple, où il y a une véritable tradition de l'accueil. Ce qui est très drôle, c'est qu'il y a des situations très différentes. En Mongolie, vous dites que en fait les gens sont pas du tout accueillants, mais ils le sont, mais en fait ils ne vont pas au devant de vous. Il faut simplement comprendre qu'il faut simplement rentrer dans leur tente, s'installer et boire, c'est ça? Oui, il y a des codes à maîtriser sur l'accueil. En fait, ce qui était probablement un peu structurant, c'est que c'est une région du monde où les gens ont l'habitude de partir faire du commerce. Ils partent pour 3 mois, ils partent pour 6 mois pour aller faire un pèlerinage. Non, mais en général là dans cet Himalaya au sens large. Et du coup, il y a l'habitude dans les villages, des villages complètement isolés, en fait, il y a l'habitude de voir passer des locaux qui viennent d'assez loin, depuis toujours, et qui s'en vont du coup en pèlerinage à Lhasa ou faire du commerce ailleurs et qui vont dormir chez les gens. Donc le principe d'arriver de nulle part à pied et qu'on ne nous connaisse pas, débouche sur de l'accueil et pas surprenant. Et en Mongolie, ce qui est vrai, c'est qu'il fallait peut-être un peu plus s'inviter chez les gens. Et puis après, en Mongolie, c'est autre chose, mais il y a quand même de très gros problèmes d'alcoolisme et de violence auxquels on s'est aussi frotté un petit peu. Oui, justement, les situations de violence, effectivement, en Mongolie, il y a une situation où vous échappez de peu à vous faire casser la figure par un type très violent. Il y a aussi des scènes, notamment, je crois que c'est au Tadjikistan, où il y a des chiens qui sont comme des monstres et qui vous menacent. Il n'y a jamais eu de situation trop dangereuse? Le danger, on l'a surtout ressenti uniquement à cause de l'environnement, on va dire. Le fait qu'on marche toujours assez haut. Nous ne sommes pas alpinistes de formation, on ne connaît pas grand-chose à la montagne à part des règles de base. Et il y a eu plusieurs moments où on s'est vraiment senti en danger parce qu'on était pris par la grêle sur un col à 4500 mètres, par le mauvais temps, par le vertige, par des sentiers trop escarpés. Voilà, le danger pour moi, il s'est surtout incarné là-dedans. Très peu finalement de danger humain, à part ce dernier chapitre en Mongolie. Le danger venait surtout du paysage, de l'altitude. Vous n'aviez pas d'armes avec vous? Un couteau.
quand même. Couteau. Et puis typiquement en Mongolie, on avait un ami qui passait nous voir, on lui avait demandé de venir avec du gaz lacrymogène parce que vraiment ça devenait invivable. Et il a cru que c'était une blague et il nous a amené du saucisson. Et voilà. Alors, on finit sur l'hospitalité parce que on n'a pas dit, mais vous parlez de l'hospitalité des Kurdes. C'est vraiment à la fin du livre, c'est à la fin de votre périple, et qu'elle est exceptionnelle. Elle est presque oppressante. Oui, tellement vous avez de cadeaux. Voilà, tellement on veut nous faire rester des jours et des jours, on n'arrive plus à partir. Moi, je trouvais qu'intellectuellement, en fait, au Kurdistan, c'était une expérience qui était formidable. Parce que du coup, on nous donnait énormément, presque trop. En effet, on se sentait un petit peu trop attaché. On savait pas comment rendre. On se sentait presque bloqué. Les gens veulent que vous restiez absolument chez eux des jours et des jours. Et en fait, ça correspond à plein de théories de sciences sociales qui expliquent que quand on donne un peu et que l'autre est en capacité de rendre, alors on crée un lien qui est durable. Et puis quand on donne énormément à quelqu'un et qu'il est en incapacité de rendre, là, clairement, au Kurdistan, on pouvait pas rendre aux gens 5% de ce qu'ils nous offraient. On se retrouve esclave presque. Et en fait, le don est très bénéfique à la société quand il est à bonne dose. Et puis quand quelqu'un donne énormément, on se sent presque trop attaché, trop dépendant de lui. Comment vous en sortiez alors dans ces cas-là quand il y avait justement cette pression? Vous faisiez comment? C'est la fuite au bout d'un certain temps? Oui. Globalement, ça ressemblait à ça, avec un prétexte totalement fallacieux pour arriver à s'en aller. Alors justement, s'en aller, vous en allez des villes, vous dites que la plupart du temps, donc vous marchez dans la nature, vous allez dans les villages, dans les hauts plateaux, dans la Haute-Asie, c'est vraiment une exploration de la Haute-Asie et dans son sens très large, en faisant vraiment tout le tour de l'Himalaya. Et vous allez au Népal, en Chine, au Vietnam, mais c'est toujours dans les pays hauts et lointains que vous allez. La ville, c'est un peu un piège pour vous. En tout cas, on avait l'impression qu'on avait beaucoup moins à découvrir en ville qu'au fond des vallées, que derrière l'école. Parce que, assez logiquement, c'est quand même en ville qu'il y a le plus de marchandisation, le plus d'uniformisation mondiale. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on partait plus loin. La ville, c'est aussi la tentation pour moi. La tentation de quand on a très peu mangé pendant des jours et des jours, on arrive en ville et vous avez plein de choses sous les yeux. On a eu vraiment un moment très fort comme ça au Tadjikistan où on se bafferait, pardonnez-moi le terme. Et la ville, c'est aussi la tentation d'Internet. Enfin, vous avez cette communication qu'on n'a pas eue, encore une fois, pendant des semaines. Et voilà, vous avez la nourriture et la connexion. Les deux ensemble faisaient qu'on se sentait... Parce que vous n'aviez qu'un tout petit portable qui captait très mal. Mais ça vous dérangeait pas trop parce que vous, Charles-Antoine, vous dites que vous avez une aversion au numérique, c'est ça? Oui, je viens d'acheter hier un livre qui s'appelle La fabrique du crétin digital, qui est justement une vaste critique de notre rapport au numérique. Et donc là, vous étiez pas trop d'internet. Ce que vous cherchez, c'est d'aller à la rencontre de l'âme, en fait, de ces pays. Il y a une citation que j'aime beaucoup, justement en disant que vous quittez les villes. Nous quittons au plus vite cet outil de domination, la ville, pour aller nous perdre dans l'indispensable enveloppe de l'âme kirghize, la steppe. Le Kyrgyzstan, c'est le deuxième pays, après l'Arménie. En plus, pour la spécificité du Kyrgyzstan, les villes sont russes, au sens où les villes dans ce pays ont été construites soit sous la domination tsariste, soit ensuite pendant l'URSS. Et donc peut-être cette vision un peu théorique de dire la ville, c'est la domination et la campagne, c'est la liberté, est encore plus forte et réelle. Parce que là, la ville, c'est l'outil de domination qui est venu de l'extérieur, réellement. Et alors, pour vous documenter, vous n'avez pas trop de GPS. Enfin, ça marchait pas. Vous aviez un téléphone sur lequel le GPS marchait très mal. Vous avez surtout des cartes papier, des cartes physiques qui fonctionnent. On a l'impression quand on les achète qu'elles vont être très bien et à chaque fois on se rend compte que elles sont grossières. Donc, comment vous faites dans ces cas-là? C'est les populations qui vous aident, qui vous guident? Oui, il y a quand même beaucoup de moments où on s'est perdu, où on devait se guider de façon très drastique avec le soleil, avec des traces qu'on pouvait voir par terre. On savait globalement la direction où il fallait aller. Mais il y a eu plusieurs moments où vraiment on a fini par s'habituer au fait qu'il faut s'abandonner. Et justement, il faut s'abandonner parce que ça doit être paniquant parfois d'être complètement perdu dans des pays si lointains. Si vous n'êtes pas perdu dans une situation de danger, si vous n'êtes pas perdu avec le vide sous vos pieds, moi je trouvais qu'à la fin ça devenait largement supportable.
on finit toujours par sentir là où il peut y avoir quelqu'un. On voit un troupeau de chevaux au loin, on voit émerger une yourte, on se raccroche à ces petites choses qui vous... Au Tibet, on voit ces oriflammes, ces drapeaux de loin. Là, on se dit, pas loin, il doit y avoir quelqu'un. Et c'est rassurant. Et puis, comme on avait de toute façon toujours un petit stock de nouilles lyophilisées et puis notre tente, en fait, si on est perdu juste 3-4 jours, c'est pas très grave, on avait de quoi voir venir. Et ensuite, souvent, c'est difficile à imaginer, mais il y a beaucoup d'endroits où on n'a pas d'indication, mais en fait, il y a un seul chemin pendant 4 jours, 5 jours. Quand on va dans les montagnes en France, il y a des sentiers qui partent partout et il y a une bifurcation à choisir toutes les 3 heures. Là, vous pouvez être tranquille pendant une semaine avec un seul sentier et puis personne ne s'amuse à faire des détours. Donc, vous seriez tous les deux, j'imagine que vous êtes devenus champions du monde dans la gestion du stress. Toi plus que moi, Charles-Antoine. Oui, forcément. Enfin, il y a vraiment des situations très très angoissantes. Enfin, moi, je vivais plus ce stress que, notamment avec l'altitude et le vertige, que Charles-Antoine. Mais oui, encore une fois, je retrouve cette notion de l'abandon. Aujourd'hui, c'était il y a 3 ans. Vous êtes revenu, vous menez une vie occidentale. Est-ce que justement, vous pensez que ça vous a appris à mieux gérer les stress quotidiens? La vie quotidienne, les enjeux du quotidien. Absolument. Ça vous apprend forcément, et je tombe dans un poncif, mais à voir l'essentiel. C'est une évidence. Notamment dans ces moments où on a parfois frôlé très près la notion de la frontière entre la vie et la mort. C'est quelque chose que vous n'oubliez pas. Et que dans votre quotidien, vous arrivez beaucoup plus à discerner, à faire la part des choses entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Charles-Antoine? Moi, j'ai du mal à avoir en fait un recul sur les impacts quotidiens de notre voyage. Du coup, j'aurais du mal à avoir une approche en me disant que ça nous a changé comme ci ou comme ça. C'est vrai que j'ai peut-être pas assez de recul là-dessus. Autant je vois bien tellement, en fait, ça vous a pénétré, c'est ça? Oui, et puis je pense que on y a aussi été parce que c'est quelque chose qui nous attirait déjà. Enfin, il y a quand même de la continuité. C'est-à-dire que c'est pas non plus une découverte radicale qui ensuite change totalement notre vision du monde ou notre approche de la vie. Je pense que ça serait peut-être un tout petit peu puéril. Ensuite, c'est évident qu'il y a tout un tas d'impacts diffus qu'on peut avoir du mal à mesurer. Alors, vous êtes vraiment pas des voyageurs comme les autres parce que vous êtes très peu numériques et vous êtes de grands lecteurs. Parce qu'en fait, les longues soirées sous la tente, vous les utilisez à lire, ça m'a beaucoup frappé. Vous lisez beaucoup les recueils des explorateurs, mais pas seulement du XXe siècle, du XIXe siècle, et même avant. Et c'est comme ça que vous pénétrez mieux l'âme aussi, ou l'histoire des territoires que vous visitez. C'était un vrai enjeu de ce voyage que l'on avait décidé à l'avance. C'était de s'appuyer sur les textes anciens, les textes souvent des premières personnes qui, en tout cas, soit ils sont allés, soit en ont rapporté un écrit, parce qu'on était très curieux de comparer avec ce qu'on allait trouver sur place. Alors justement, cette comparaison, qu'est-ce qu'elle a donné? Qu'est-ce qu'elle donnait? Alors, il y avait quand même parfois des choses assez fascinantes. Je pense à juste une anecdote où on était dans l'intérieur chinois, pas très loin de la frontière tibétaine. On avait marché, après on avait fait du stop et puis on se retrouve à 21h, il fait nuit et on est sur le bord d'une route. On attend longtemps. Je dirais qu'on attend peut-être 2 heures. Et puis là, il y a un camion qui arrive. Le camionneur ouvre sa fenêtre et puis il avait, lui, un téléphone portable connecté à Internet et sur lequel il pouvait traduire en direct ce qu'il nous disait. Du coup, il s'adresse à nous à travers son application de traduction. Il nous dit « Mes chers amis, vous avez l'air fatigués, vous avez l'air seuls, mais les hommes ne sont-ils tous pas frères? Venez avec moi, nous sommes une grande famille, etc., etc. Je vais vous accueillir. » Donc moi, j'ai été super content, quoi. Ça y est, on avait notre camion pour finir la journée, on allait aller dîner chez lui, etc. Et là, justement, moi, je lisais, peut-être une semaine avant, un ouvrage des pères Huc et Gabet, qui étaient les 2 premiers missionnaires à aller vers Lhasa au XVIIIe siècle. Et ils se retrouvent dans une situation où un groupe de Chinois s'approche, gentils. Ils étaient justement perdus en montagne, qui leur disent « Mes amis, les hommes ne sont tous-ils pas frères? Venez avec nous, nous allons nous occuper de vous, vous avez l'air vraiment fatigués. » Et puis en fait, ils les dépouillent. Et les phrases, exactement les mêmes phrases, ça doit être idiomatique, je pense, se répètent à ce moment-là. Mais alors là, ça s'est bien passé quand même? Et là, du coup, moi, tout de suite, je me tétanise. Et puis, finalement... Moi, je me suis dit qu'il était temps de savoir si l'humanité avait progressé et puis si
si en 3 siècles, les mêmes phrases ne cachaient plus des truands, mais des gens accueillants, et du coup, on est monté et on est encore là. Donc ça s'est bien passé. Oui, très bien. Pourquoi ce titre, Entre les plis du monde ? Cette quête du titre a été assez longue. Les plis du monde, ce sont pour nous plusieurs choses rassemblées. Entre les plis du monde, ce sont entre les plis de toutes ces montagnes, de tous ces massifs que nous avons traversés. Entre les plis, c'est aussi aller chercher ce qui ne se voit pas forcément, d'où le fait d'aborder des communautés cachées. Souvent, on n'en a pas encore beaucoup parlé, mais des communautés qui, en majorité, étaient des communautés opprimées, illégales, des communautés chrétiennes qui vivaient dans le secret. Il y a la référence aussi aux livres. Comme vous disiez, on a voyagé avec des livres. C'est vraiment peut-être la spécificité majeure, en fait. Il y a les dimensions, où est-ce qu'on a été, comment on y a été, mais on a vraiment voyagé avec et à travers les livres, avec ces lectures quotidiennes. Le but étant de s'imprégner progressivement des cultures. Et du coup, il y a aussi ce petit clin d'œil peut-être dans le titre. Et les plis évoquent enfin pour moi les rides. Énormément. Oui, dont on va reparler parce que c'est une très belle conclusion du livre. Si vous me permettez, on annonce un petit peu la fin, mais juste avant d'y venir, et on va visiter un petit peu les pays ou les faits marquants que vous avez visités. Vous dites que vous aviez des livres, et pourtant vous êtes très très peu chargé. Vous allez même vous décharger de plus en plus. J'aime bien cette anecdote où vous allez même jusqu'à couper les brosses à dents pour n'en garder que la brosse, pour n'avoir sur vous que le strict nécessaire. Donc vous êtes dans un pas dénuement, mais vous êtes très dépouillé. Oui, alors... Et les livres, alors, dans ce cas-là, vous les gardez quand même ? Il y a 2 choses. Bon, pour la brosse à dents, typiquement, c'est plutôt mental, que objectivement, le poids que ça porte, le poids qu'on doit porter, c'est-à-dire que... Mais vous avez quand même coupé vos brosses à dents. Oui. En fait, on a vraiment tout dépouillé au maximum pour se dire que quand on serait en train de souffrir à 5000 mètres, prêt à marcher une semaine et qu'on n'en pourrait plus, on pourrait pas se dire « j'aurais jamais dû prendre ça ». Ou se dire « c'est trop lourd ». En fait, vraiment qu'il y ait plus de débat sur le caractère absolument minimaliste de ce qu'on avait. Donc on n'avait pas de tenue de rechange, on avait 1/8 de brosse à dents pour 2, et puis enfin c'était vraiment absolument minime. Et du coup sur les livres, eh bien nous avons fait notre entorse à la modernité, c'est qu'on avait pris une liseuse numérique, un Kindle, ce qui là est clairement un progrès extraordinaire, parce qu'on pouvait avoir du coup toutes les anciennes cartes aussi. Par exemple, des missions étrangères de Paris ou des choses comme ça, on les avait grâce aux archives qu'on avait téléchargées avant. On avait tous les livres. Mais comment vous la rechargez ? Justement, c'était problématique. On devait faire très très attention à la dépense de batterie. On les rechargeait en ville, là où on chargeait également les textes qui nous intéressaient. Et on avait un panneau solaire qui marchait pas très bien, mais qui marchait un tout petit peu. Ouais. Et par rapport à vos familles, vous restiez en contact ? Ils avaient des nouvelles pour qu'ils s'inquiètent pas ? Vous faisiez comment ? Dès qu'on allait en ville, justement, je vous parlais de cette connexion Internet qui peut vite devenir débordante. On se donnait des nouvelles. On se connectait dans un café. À peu près une fois par mois. Et il n'y a jamais eu de moment où vos familles s'inquiétaient, n'ayant plus de nouvelles ? Ils ont eu la délicatesse de pas nous le dire. Et moi, ils étaient un peu entraînés. Ah bon, ils étaient entraînés, ils savaient déjà. Alors, on n'a pas le temps de visiter le nombre de pays, on ne saura pas d'ailleurs combien, mais si vous le voulez bien, Charles-Antoine et Cécile, on pourrait parler des pays qui sont peut-être les plus marquants, ceux qui ont aussi marqué ma lecture de votre livre. À commencer par le premier de ces pays, c'est l'Arménie. Pourquoi vous avez commencé par l'Arménie ? C'est un pays qui nous est cher à tous, en France notamment. Oui. Moi, j'avais une attirance inexpliquée, comme aussi pour beaucoup de ces endroits, mais pour l'Arménie, j'avais l'impression que c'était un endroit dont on était proche. Je ne saurais pas vous dire forcément pourquoi. Je pense qu'il y a évidemment un creuset culturel quand même commun assez fort. Et puis je trouvais que c'était on le dit dans le livre, un bon sas d'entrée vers un monde plus haut, plus vaste, plus large. Je vous cite, je ne sais pas si c'est Cécile ou Charles-Antoine qui écrit ça. Parcourir l'Arménie, c'est garder un pied dans un monde encore familier et lancer son regard vers la vieille Asie. Puis c'est un pays chrétien ? Pays chrétien, un pays qui a une histoire extrêmement riche. C'est un vieux pays, un des plus vieux qui puisse exister sur ce continent. Donc c'était cet aspect-là aussi qui nous fascinait. Vous parlez de la beauté des visages en Arménie, la beauté des regards, des hommes et des femmes, ou comme le dit un auteur que vous citez, j'ai oublié son nom. Alexandre Dumas. Alexandre Dumas se mêle à la fois la foudre, la tristesse ou la soumission. Et là, tout le destin de ce pays est dans ce regard des hommes en Arménie. Exactement. Vous l'avez vraiment senti ? On l'a vraiment ressenti. Ouais. Et alors, vous visitez les lieux saints, les monastères, vous participez à des offices qui durent très longtemps, 3 heures au moins.
Et puis ce départ par l'Arménie, c'est aussi ce qui va orienter votre regard sur tout le reste du voyage. Je vais pas trop vous citer, mais j'ai aussi aimé ce passage, et je vous laisserai peut-être le commenter juste après. Vous dites « Les volutes dansants du Caucase nous disposent à croiser pendant 1 an les chamans, les lamas, les missionnaires et les imams. Si le capitalisme peine à pénétrer les recoins de la Haute-Asie, le religieux y dispose d'une place de choix. Le relief semble dicter les croyances, missionnaires chrétiens en Birmanie, bouddhistes aux Zanskars, islamiste agnostique au Pamir. » Donc, vous allez englober dans votre regard les religions, les spiritualités, ça va toujours être très important. Oui, ça a vraiment été un aspect extrêmement structurant de notre année, parce que ce sont des phénomènes extrêmement structurants pour toutes les sociétés. Et c'est vrai qu'on a peut-être un peu plus de difficulté à le sentir depuis la France, où en effet, on a une approche collective hyper spécifique des religions. Mais puis on est très sécularisé. Oui, voilà, et du coup, on n'imagine pas qu'en fait, il y a une sorte... Nous, parmi énormément de sujets religieux, un des aspects qui nous a le plus interpellés, c'est l'espèce de guerre mondiale des religions. C'est-à-dire qu'au fond, dans énormément d'endroits où on était, il y avait la religion, disons, historique ou traditionnelle, qui déjà elle-même était souvent un entremêlement assez intéressant entre les animismes et puis soit le bouddhisme, soit la chrétienté qui avait pu arriver après. Les animismes, pour les auditeurs qui connaissent mal? Du coup, c'est la croyance dans, disons, les esprits, soit de la nature, soit des ancêtres, soit les deux. Très présente dans tous ces territoires. Partout. Qui tournent autour de l'Himalaya. Partout. On imagine que c'est un peu réservé à l'Afrique, parfois, dans l'imaginaire commun. Et en fait, tous les pays bouddhistes sont encore animistes, c'est-à-dire qu'il y a un vernis bouddhiste, mais il y a des cultes à tout un tas d'esprits dans ces territoires. Et puis, c'est aussi le cas très souvent, et ça, c'est extrêmement intéressant, dans des endroits qui ont été convertis par des missionnaires chrétiens et où, en fait, on a eu une forme de syncrétisme qui s'est mis en place, où les gens, par exemple, vont croire aux esprits et à l'Esprit Saint, considérer que l'Esprit Saint est le plus fort et le supérieur, donc c'est le plus important. Quand on a un vrai souci, on va faire appel à l'Esprit Saint, mais quand on a des soucis un peu secondaires, on va plutôt faire appel à l'esprit d'une rivière ou d'un ancêtre. Alors moi, ce qui me frappe beaucoup dans votre livre, c'est que vous commencez par des pays qui sont de l'ex-territoire de l'URSS, et on a l'impression qu'il n'en reste rien, sauf peut-être des ruines, des sites industriels démantelés. On a l'impression, c'est très impressionnant, parce que ces religions et ces croyances qui sont depuis des siècles dans ces territoires sont beaucoup plus vivaces que ce qui reste de l'ex-URSS. C'est une tentation du XXe siècle qui a complètement échoué. En tout cas, dans les endroits reculés, oui, clairement. Et il y a des regains, en effet, de ces, par exemple, religions, entre guillemets, précédentes. C'est par exemple le cas en Mongolie, où il y a un regain du chamanisme mongol qui est très fort et qui n'a pas lieu, en revanche, là, que chez les nomades les plus éloignés. C'est-à-dire que chez des cadres supérieurs en ville, il y a une pratique qui se renforce, il y a de plus en plus de chamans à Oulan-Bator. Donc là, par exemple, il y a un reflux. Il commence à y en avoir quelques-uns à Paris aussi, d'ailleurs. C'est vrai. Oui. Qui viennent du chamanisme mongol. Notamment. Oui, mais c'est très intéressant aussi. La percée du chamanisme en France est intéressante. Et on peut d'ailleurs y voir notamment le fait que ça soit une religion, même si les gens s'en défendent, qui correspond très très bien à la modernité, très très bien à l'individualisme, très très bien au fait qu'on ait envie de soi-même choisir un peu ce qui nous plaît ou ce qui nous plaît pas. Et c'est probablement en cela que ça fonctionne bien en France. Sur la disparition de l'URSS, j'ai quand même été surprise, moi qui arrivais avec ce préjugé que ça avait forcément été une époque négative. En fait, pas du tout. Il y a beaucoup d'endroits, je pense aux éleveurs de rennes en Mongolie, où l'on regrette ce temps de l'URSS. Ce temps béni où des hélicoptères vous envoyaient des fournitures, où il y avait un système éducatif pour tout le monde. Où il y avait un vétérinaire qui passait dans votre troupeau. Mais c'est peut-être de l'ordre de cette nostalgie que c'était mieux dans le temps, mais c'est peut-être pas objectif. En termes matériels, il y a quand même des endroits où en effet la vie quotidienne était plus facile sous l'URSS. Alors évidemment, c'est pas la représentation qu'on en a. Et ça, c'est parce qu'on a été dans les coins les plus reculés. Évidemment, en ville, la vie matérielle est aujourd'hui probablement bien plus aisée qu'à l'époque. Mais c'est vrai que dans les territoires les plus lointains, le système centralisé faisait qu'il y avait des services qui passaient, donc comme disait Cécile, l'école, le vétérinaire, le médecin, etc. Alors après l'Arménie, donc le Kyrgyzstan, on est dans ces ex-pays de l'URSS. Quelques anecdotes sur le Kyrgyzstan. Moi j'ai bien aimé, vous parlez du rapport entre l'homme et le loup, notamment au Kyrgyzstan, qui est très fort. Qui est très ambigu
entre fascination et effroi. Un rapport très proche même physiquement, puisque le loup rôde en permanence. Le soir, on enferme les brebis dans un enclos, on les laisse pas en pleine nature. Un soir, on dormait près d'une yourte et on a entendu des coups de feu, des coups de carabine. Et on nous a expliqué le lendemain que l'odeur de la poudre fait fuir le loup. Parce que ces loups sont dangereux, bien sûr. Oui, parce que surtout, ils attaquent des troupeaux entiers. Et c'est une vraie crainte de l'éleveur. Au Kyrgyzstan, c'est aussi le rôle de la femme qui m'a beaucoup intéressé, ce que vous écrivez sur le fait que là-bas, l'homme donne des ordres et c'est la femme qui exécute. En tout cas, il y a beaucoup d'endroits où on avait l'impression qu'en fait, il y avait peut-être précédemment une répartition relativement équitable des tâches avec une séparation. C'est-à-dire que dans beaucoup d'endroits, en tout cas dans beaucoup de tribus qu'on a pu aller visiter, les femmes se chargeaient des activités quotidiennes, donc les corvées de bois, d'eau, la cuisine, etc. Et puis les hommes étaient en charge des travaux les plus difficiles. Donc ça va être la construction, le fait de gérer les troupeaux, etc., etc. Faire la guerre. De faire la guerre, de faire du grand commerce, donc de partir plusieurs semaines pour aller vendre les bêtes, etc. Et on peut avoir l'impression que l'arrivée de la modernité fait que les tâches des hommes sont soulagées. Donc par exemple, vous avez maintenant une voiture ou un camion, et puis quand vous allez vendre vos bêtes, vous avez plus besoin de marcher pendant 3 semaines. Ou quand vous construisez votre maison, vous faites appel à des matériaux plus contemporains et du coup c'est moins de travail. Donc on avait l'impression qu'en fait l'équilibre s'était un peu rompu, mais n'avait pas été compensé. Donc on se retrouve avec des situations finales où visuellement, ce sont en effet les femmes qui se chargent de l'immense majorité du travail quotidien. Sauf dans 2 ou 3 endroits dont on parle plus loin dans le livre, où on est tombé sur des sociétés matriarcales, avec cet exemple très amusant d'un endroit, une tribu au nord de l'Inde, où les hommes avaient créé un parti de défense des droits de l'homme, au sens masculin du terme. Oui, donc c'est le féminisme inversé, c'est le MLF inversé là-bas. Oui, et du coup, il y avait des témoignages expliquant que les hommes n'en pouvaient plus parce qu'ils n'avaient pas le droit de travailler, que leurs femmes pensaient qu'ils n'étaient pas aptes à aller en entreprise, etc. Enfin, c'était assez fascinant à quel point il y avait une inversion quasiment parfaite de nos débats. Vous faisiez comment pour vous nourrir pendant toutes ces marches ? Essentiellement, on est obligé de faire la pub des nouilles lyophilisées chinoises. C'est pas très bon, mais c'est très léger et on peut en manger vraiment beaucoup et facilement. Globalement, notre alimentation consistait là-dedans. Et on achetait souvent en ville un stock assez conséquent d'abricots secs. Enfin, ça peut paraître très trivial comme ça, mais en fait, c'est ce qui vous aide à tenir. Et en fait, on mangeait quand même pas beaucoup. Pas beaucoup. Progressivement, on avait arrêté de déjeuner parce que c'était pas pratique. Et ensuite, quand on arrivait dans les tribus ou les peuples en question, on était très souvent invités, évidemment, à partager leur repas. Alors là, il y a une anecdote au Tadjikistan, je crois, où là, c'est donc après le Kyrgyzstan. Le Tadjikistan, c'est contre l'Afghanistan, dans le Pamir. Et là, vous parlez d'une crème sucrée, digestion, prévoir environ 1 mois. Donc j'imagine que ça a dû être très difficile. Et le Tadjikistan, c'était terrible, de ce point de vue. C'était quoi cette crème sucrée ? C'est une sorte de glace, mais avec l'eau du robinet, donc. 1 mois de digestion. Mais le Tadjikistan en général, on avait l'impression que même les Tadjiks étaient malades. Donc ça, c'était pas que les touristes. Et là-dessus, peut-être, on a eu une petite mésaventure. On marchait depuis plusieurs jours dans un endroit très sec, donc on savait pas du tout où est-ce qu'on allait poser la tente, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de cailloux. C'était pas du tout, on n'envisageait pas du tout où est-ce qu'on allait dormir. Puis là, on voit apparaître une sorte de mirage. C'était une maison blanche, alors qu'on avait croisé, je sais pas, on n'avait pas croisé une maison depuis 2 ou 3 jours, sur une pelouse toute verte. Donc on pense que c'est un hôtel de luxe ou quelque chose comme ça. On trouve ça très bizarre, on s'approche. On discute avec les gardiens qui nous laissent nous installer notre tente sur la pelouse. Après, on est invité à dîner, et puis là, on voit qu'ils prennent l'eau qui était dans une vieille cuve, et puis qu'ils nous font manger de la viande crue. De la viande crue, donc on se doute, vu l'état de notre ventre depuis le début du Tadjikistan, que ça va pas être très sympathique. Et puis 3 heures après, évidemment, on est malade, du coup. Parce que eux, leur ventre, ils résistent à tout ça. Ils sont habitués. Je suis pas sûre. Ouais, on n'est pas bien sûr, justement. Et donc voilà, la nuit terrible. Bon, bref, on vous passe les détails. Il y avait des très beaux rosiers et qu'on a complètement recouverts. Et en fait, on a appris que c'était la résidence secondaire du président tadjik, qui est l'un des pires dictateurs de la planète, le 7e pire dictateur de la planète. Ça n'a pas l'air d'être un pays très sympathique. Enfin, vous parlez d'un pays qui est un peu proche de l'Afghanistan, donc qui a les mêmes pratiques de trafic de drogue. C'est un pays dont vous dites que c'était au début des business entre cousins, c'est devenu un business d'État.
Après, il y a quand même un point vraiment clé au Tadjikistan qui, justement, où les gens étaient particulièrement accueillants et vraiment extraordinaires. C'est que une grande partie des habitants du Pamir sont ismaéliens. Le chef des Ismaéliens, c'est l'Aga Khan. L'Aga Khan autorise le trafic de drogue, mais n'autorise pas la consommation. Et du coup, les gens trafiquent, certes, mais ne consomment pas, en fait, et ça change tout. Et sincèrement, c'est l'un des endroits où on s'est senti le plus en sécurité et où on a été le plus et le mieux accueillis de tout notre voyage, alors que c'est là que transite un quart de l'héroïne afghane. Alors, quand on visite ces pays avec vous, en fait, on a l'impression que ça gratte un peu notre propre histoire ou notre imaginaire, en tout cas, parce que c'est des pays qui ont été visités par Alexandre le Grand. On pense à Gengis Khan. Enfin, je sais pas s'il était dans ces coins-là, mais quand même. Et puis, vous parlez même de la secte des assassins. Tout ça, c'est au Tadjikistan. Donc, ça peuple notre imaginaire. Vous étiez en train de réveiller, en quelque sorte, un petit peu tout ça dans vos vies. Ça vous disait quelque chose? Absolument. C'est d'ailleurs ça qui nous animait aussi, cette sorte d'excitation à frôler du doigt un passé si lointain et pourtant si proche dans notre... Parce que Alexandre le Grand, c'est nous, c'est vraiment la culture européenne. Absolument. C'est la civilisation européenne. Je pense qu'il y a eu une période, en fait, où on était beaucoup plus proche de ces terres-là. Où cette Haute-Asie, c'était là dont venaient tous les conquérants. On faisait énormément de commerce avec eux. Alors, pour plein de raisons... nos liens ont été un peu relégués. On a beaucoup moins de contact avec ces parties du globe qui nous semblent un peu secondaires. Mais en effet, historiquement, il y a eu une période où c'était un peu le cœur du monde et où on avait énormément de liens avec eux. C'est le long de la route de la soie aussi? Oui. Et d'ailleurs, le long de cette route de la soie, c'est perturbant de voir à quel point, de temps en temps, vous tombez sur des gens qui vous ressemblent physiquement. Tous ces gens qui parfois apparaissent avec les yeux bleus, très clairs de peau, mélangés à, pour autant, des Kirghizes aux traits turcs. Oui, ça, vous parlez au Kyrgyzstan notamment de ces populations, c'est en fait russes, hein, qui ont un physique slave et qui sont parfois dans un état de misère, hein, là-bas. Ça m'a frappé. On a passé quelques jours chez les sœurs de Mère Teresa dans la capitale tadjik, où elles servent à manger aux pauvres du quartier. Et beaucoup de ces pauvres, en fait, étaient des anciens colons russes qui après la chute de l'URSS sont restés. Et sont dans un état de misère assez marqué. Et sur la route de la soie, c'est ça, il y a un entremêlement génétique qui fait qu'on croise des Chinois blonds, on croise des gens aux yeux bleus, évidemment, au fin fond du Tadjikistan. Il y a vraiment quelque chose de fascinant là-dessus, sur l'entremêlement des cultures, des religions et des faciès. Alors après le Tadjikistan, il y a l'Inde. D'abord le Zanskar au nord. Zanskar, on dit comme ça? Oui. C'est au pied de l'Himalaya. Et là, vous découvrez une vallée qui marque la culture tibétaine. Donc, on commence à rencontrer le monde bouddhiste dans votre voyage. Et là, vous visitez des monastères qui grouillent d'anachorètes, qui peuplent le territoire. Et donc là, c'est un premier contact avec le bouddhisme. Effectivement, c'est une longue traversée où justement sur un sentier unique où chaque journée de marche est ponctuée par la présence d'un monastère agrippé à flanc de falaise. Et c'est là qu'on est invité quasiment tous les jours à venir célébrer avec les moines lors de la prière et qu'on découvre cet univers mêlé de superstitions et sous ce fameux vernis bouddhiste. Des litanies, des mélopées qui vous envoûtent et alors vous marchez sur les pas d'Alexandra David-Néel que certains auditeurs connaissent. C'était une grande exploratrice et un grand écrivain du début du XXe siècle. Et puis vous me faites aussi penser à Linda Bortoletto, je sais pas si vous la connaissez, que j'ai eu la joie d'inviter à ZTO au début de l'été, qui elle aussi va dans des contrées très lointaines, encore peut-être plus extrêmes que vous. Ça m'a fait penser aussi, elle était au Népal d'ailleurs il y a pas très longtemps. Et alors donc après, vous êtes dans des lieux où la marche est extrême, on le dit, vous allez dans le nord-est, toujours contre l'Himalaya, avec une vallée, celle de Ziro. Alors là, vous dites, elle nous plonge dans la profondeur de l'autre. Pourquoi plus là qu'ailleurs? Cette partie de l'Inde, donc je ne sais pas si les auditeurs voient, mais en fait, ça s'appelle l'oreille de l'Inde. C'est-à-dire que quand on regarde l'Inde, au nord-est, il y a un tout petit passage de quelques kilomètres et après, le pays se réouvre. Et du coup, il y a une espèce d'autonomie. On est à l'est de l'Inde, hein, oui, au nord-est tout au nord-est de l'Inde. La frontière avec le Bangladesh et le Bhoutan. Et la Birmanie. Et le Népal. Et donc, c'est des endroits qui, en fait, ont vécu dans une autarcie extrêmement forte. Par exemple, dans cette vallée de Ziro, c'est simplement le père d'un des quadragénaires là du village
qui avait découvert la piste qui permettait d'aller ensuite vendre ses affaires, etc. C'est-à-dire qu'il vivait en autarcie matérielle quasiment complète jusqu'à il y a une 50aine d'années. Donc là, on se retrouve vraiment dans une zone où vous avez une profusion de spécificités culturelles et religieuses absolument démentielles. Donc ça va de tatouages faciaux à des rites animistes très originaux, à une île sur le Brahmapoutre qui est un type d'hindouisme très spécial, dans lequel, par exemple, il y a des moines, ce qui n'existe pas dans l'hindouisme, enfin il y a des monastères. Et quand les jeunes enfants, parce qu'on y rentre très tôt, vers 4-5 ans, deviennent moines, on leur explique que ce sont les épouses du dieu Vishnu et qui sont là pour le divertir. Donc ils développent des danses, ils développent des masques, ils développent des chants, et une bonne partie d'entre eux sont complètement travestis, c'est-à-dire sont vêtus en femmes, avec des cheveux très longs, les ongles très travaillés, etc. On se retrouve dans un endroit où il y a comme ça énormément de spécificités, ça tombe de partout. Tous les jours, on a une nouvelle, un nouveau sujet à découvrir. Tant de diversité, ça vous donne jamais le vertige? Si, moi j'ai à un moment basculé dans ce que j'ai appelé après coup la tentation du relativisme. Donc c'était plus au niveau des croyances. Le fait qu'il y ait toutes ces différentes foi du globe, ces croyances, ces façons de faire, et je me disais mais c'est vrai, enfin avec peut-être une certaine tolérance au départ, mais en fait je me dis tout se vaut. Pourquoi est-ce que ces missionnaires chrétiens sont venus là? Pourquoi est-ce qu'on les laisse pas tranquilles, tous ces peuples? Et effectivement, c'est cette forme de vertige qui nous a pris. Alors, on parle de ces diversités, elles sont souvent remarquables, mais en même temps, vous dites, nous effleurons des univers qui s'évaporent. Vous sentez qu'il y a des dangers, justement, ils sont réels, ces dangers, que tout cela s'évapore, que tout cela disparaisse. En fait, on parle des dangers écologiques, des espèces en voie de disparition. Et vous avez vu là aussi des traditions et des peuples qui sont peut-être en voie de disparition? Notamment, souvent face à la pression d'un État centralisateur. Donc c'est énormément... L'État indien, par exemple, ou chinois? Oui, indien et chinois, ce sont les deux grands exemples. Birman aussi, également. Où l'État veut écraser les spécificités culturelles, veut uniformiser, veut faire que tout soit connecté et relié. Notamment, cette place assez ambiguë qu'a l'école dans ces endroits-là. Jamais nous n'aurions pensé, en tant qu'occidentaux, remettre en question la question de l'école, qui pour nous c'est une évidence, c'est quelque chose de bon et de bien. En fait, là-bas, l'école, elle est enseignée dans une seule langue, donc tous les enfants des ethnies, des différents villages qui oublient presque leur propre dialecte, parce qu'à l'école, on leur apprend à lire et à écrire de la même manière. Après, ils sont envoyés loin, au collège, pour faire des études, et puis ils reviennent pas. Ils oublient les contes de la veillée, ils oublient les traditions des anciens. Et puis, il y a un autre facteur, c'est la route, en fait. C'est-à-dire que dans tous les endroits où, typiquement, vous parliez tout à l'heure du Zanskar, donc cette vallée au nord-ouest de l'Inde, il y a une piste qui est en cours de construction pour des raisons, disons, militaires et politiques. Tout le monde a bien conscience que là-bas, aujourd'hui, vous mettez à peu près 15 jours, 20 jours, ça dépend, à traverser la vallée à pied. Quand une piste arrive, les marchandises arrivent, du coup, forcément... les économies se spécialisent, donc les gens vont avoir moins de diversité de production. Puis surtout, l'électricité arrive, l'information arrive, les téléphones portables, etc. Et puis là, évidemment, vous avez un impact culturel qui est atomique. C'est en fait un choc des civilisations qui se fait en direct, qui se fait en live, puisque là, je pense justement, vous parlez de ces routes qui arrivent et qui vont en fait réduire les distances et réduire le temps. Alors on parle des peuples qui disparaissent. Vous parlez du peuple Kashi, je crois que c'est dans cette partie justement de l'Inde du Nord-Est, où là, vous dites qu'ils construisent des ponts de racines qui sont assemblés pendant 50 ans pour faire un pont. Donc c'est un rapport au temps qui est complètement différent. C'était peut-être celui que nous, on avait autrefois avec la construction d'une cathédrale. Et puis je pense que c'est un rapport au temps qui était malheureusement complètement différent. Enfin malheureusement ou heureusement, c'est à eux de choisir. Parce que là, il y a des endroits où sous ces ponts de racines, les gens sont en train de créer de jolies petites passerelles en béton qui seront beaucoup plus efficaces. Alors, on n'a pas le temps d'évidemment visiter tous ces pays. Il y avait le Bengale occidental où vous parlez de tensions, notamment de tensions sociales ou politiques, justement pour sans doute les mêmes raisons qu'on citait tout à l'heure. On parle d'écologie, vous parlez de la beauté de la nature là-bas qui est très forte. Et c'est comment? Parce que ces natures sont respectées, mais en même temps, elles sont menacées? Elles sont forcément menacées dès lors qu'il y a introduction du plastique. Ça, c'est quelque chose qui est... Du plastique? Qui est vraiment marquant. C'est que
les villages avaient l'habitude de jeter ce qui Ah oui, parce que je pensais au béton d'abord, mais Voilà. le plastique, bien Oui, sûr. Et moi, visuellement, c'est le plastique, en fait. Ces populations ont l'habitude de jeter ce qu'elles ne consomment pas, mais qui sont des restes, en général, animaux ou textiles, enfin, des choses qui, dans la nature, vont un jour disparaître. Une énorme partie des villages traversés avaient par endroits des champs de plastique. Parce que ils font comme avec leurs affaires habituelles, sauf qu'en fait... Et le plastique arrive avant le béton. C'est-à-dire que souvent, on va avoir des villages qui sont encore construits de bois, de bambou, etc. Mais il y a déjà l'arrivée du plastique. Ensuite, sur ce sujet écologique, il y a énormément de choses intéressantes. On en a notamment un petit peu parlé avec un chaman en Mongolie, et parce que nous, on lui demandait, puisque les gens ont une religion qui est totalement liée à la nature, puisqu'on voue un culte aux esprits de la nature, donc ça va être des esprits de certains lieux, telle forêt, telle montagne, telle colline, telle rivière, telle cascade. Nous, on pensait de façon un peu intuitive que forcément... Qui serait écologique. Voilà, que ça allait donner un rapport complètement différent à la pollution, à l'exploitation de la nature, etc. Et bon, apparemment, ça n'est pas le cas, en tout cas pour l'instant. Alors, on parlait tout à l'heure de Linda Bortoletto. Vous avez un point commun avec elle. Vous avez été déçu par le Népal. Vous parlez là pour les mêmes raisons, je pense. C'est ce tourisme himalayen qui déforme un peu le Népal. Il y a un rapport très mercantile de la population avec les étrangers. Le problème du Népal, pour nous qui était tout bête déjà, c'est que on avait l'habitude dans chaque pays traversé d'aller dans les frontières, dans les marges, dans les zones où en fait l'État n'aime pas forcément vous voir traîner. Si vous voulez aller dans ces endroits-là au Népal, vous êtes obligé de payer les services d'un guide qui vous colle jour et nuit, et ça coûte très cher. Donc on a dû renoncer à ça pour aller sur des axes très passants. Et effectivement, un axe passant, un axe très touristique, un axe pollué, justement, la relation avec les locaux n'est plus du tout la même. Il y avait quelque chose ensuite que nous, en tout cas, on a perçu... Enfin, on n'arrive pas à savoir si on n'a juste pas réussi à comprendre comment fonctionnaient les gens, pas trouvé les clés. Les Népalais. Oui, les Népalais. Pas eu la bonne capacité d'appréhension. On est arrivé fatigué. Ça faisait plusieurs mois qu'on voyageait dans l'Himalaya, qu'on avait mangé très peu, par exemple, de fruits et de légumes. Donc on s'est dit qu'on est peut-être aussi arrivé très fatigué. Mais c'est aussi un peuple qui nous a paru extrêmement noir. C'est-à-dire que les gens broyaient un peu du noir. Enfin, en tout cas, quand on les faisait parler... Dépressifs. Ils avaient une vision de leur propre histoire. Alors qu'on est à côté était... du Bhoutan, le pays du bonheur. C'est vrai. Après, au Bhoutan, il y a apparemment d'autres problématiques en ce moment avec l'intrusion du numérique. Vous n'êtes pas allé au Bhoutan? Non, le Bhoutan, pareil, vous devez être obligé d'être accompagné d'un guide et d'un 4x4, donc pour nous, c'était pas envisageable. On parlait tout à l'heure de l'imaginaire. Katmandou, c'est pas l'imaginaire qu'on en a, c'est des années 60 et la ville hippie. Vous dites que c'est pas du tout le cas. C'est comme une ville médiévale grouillante. Le côté hippie a été beaucoup nettoyé, apparemment. Maintenant, il faut quand même des moyens pour aller passer du temps au Népal et à Katmandou. Et c'était quand même fascinant. C'est une ville très ancienne, très marquée par le tremblement de terre, tout de même, parce qu'il y avait des remblais à beaucoup d'endroits. Mais oui, on voyait cette histoire qui jaillissait, ces ruelles tortueuses, ce côté une spiritualité très présente, avec partout des cérémonies, de l'encens. Et ensuite, après Katmandou, après le Népal, la Birmanie, le temple de l'absurde. Pourquoi le pays de l'absurde? Parce que sur beaucoup de choses de la vie quotidienne, là, il y a des lois qui sont imposées par le pouvoir central qui mettent les uns et les autres dans des situations ubuesques. Donc, typiquement, le fait de devoir conduire à droite alors que les voitures sont des voitures anglaises, donc qui étaient conçues pour conduire à gauche. Vous avez eu une période où les billets de banque ont dû tous être des multiples de 9. Donc, voilà ce qui permet de faire quelques progrès en calcul mental. Et après, nous, tout bêtement, il y avait des moments où on avait des obligations, par exemple, de se laver les dents au milieu de la nuit dans un bus. Donc, on monte dans le bus, on dort dans le bus. Et puis, il y a obligation pour tout le monde de descendre et de se laver les dents à 2h du matin. Impossible de comprendre pourquoi. On était un peu confrontés en permanence à ce genre de petites surprises croustillantes. Et c'est quand même un pays très beau aussi, puis c'est le pays des Karen. Vous avez visité les Karen? Oui. Alors, les Karen vivent dans un tout petit endroit du pays. Nous sommes allés rencontrer les Karen. Pour les auditeurs qui connaissent pas les Karen. Les Karen font partie de ces peuples qui sont très nombreux en Birmanie à être rebellés contre le pouvoir central, qui lui est un pouvoir birman. Les Karen ne sont pas birmans, ils sont Karen. Ils sont de part et d'autre de la frontière birmane, aussi côté thaïlandais. Et les Karen c'est la plus vieille guérilla du monde. Ils sont en guérilla contre le pouvoir depuis les années 60, je pense. Et ils sont de religion? Beaucoup sont chrétiens. Mais oui. On était convertis.
Voilà, et on est allé en rencontrer quelques-uns, et sans le faire exprès, on est aussi parfois, on a rencontré des guerrilleros, comme on dit, qui discutent tranquillement avec vous, avec leurs armes sur le dos. Oui, et puis il y en a, je pense comme la guérilla dure depuis très longtemps, ils sont un peu obligés de faire ça à temps partiel. Donc typiquement, on était dans un restaurant où il y avait une grande peinture d'un guérillero. Il ressemblait un peu au serveur, donc on lui demande, c'est ton père, c'est ton grand-père? Il dit, ah non, c'est moi. Donc il dit, ah, mais donc t'as arrêté, t'es à la retraite? Il dit, ah bah non, pas du tout. Le matin, je suis serveur, puis l'après-midi, je suis sur le front. Enfin, vous, j'ai quand même le sentiment que vous aviez des anges gardiens à temps plein, parce que vous avez quand même vécu des situations qui auraient pu être dangereuses. Comme par exemple, ou bien avec ces guérilleros à temps partiel. Oui, en bien. Vous auriez pu être pris en otage aussi, il y a peut-être des tas de situations. Ça, on faisait quand même attention, on n'était pas non plus inconscient, sauf peut-être un endroit en Birmanie où on a voulu, comme d'habitude, de partir hors des sentiers battus. On s'étonnait de croiser que des villages vides. Et on a su 3 jours après que ces endroits étaient minés. Ah, d'accord. Alors, Birmanie, quelques mots sur les femmes araignées. C'est très frappant, il y a des photos dans le livre. Oui, alors, ça, c'est donc une pratique qui était de tatouer le visage, qu'on a vu aussi dans le nord-est de l'Inde, et qui est sujet à un vaste débat, parce que, alors, une approche un peu touristique se dirait, ah, c'est magnifique, c'est une spécificité culturelle extraordinaire, on l'a aussi pensé. Ensuite, quand on fait parler les femmes sur ce sujet-là, il y en a beaucoup qui regrettent d'avoir été tatouées, qui en souffrent, qui disent voilà, moi j'avais 7 ans, je voulais pas ça. C'est horriblement douloureux. Oui. On m'a accroché les bras, on m'a en gros ligoté et puis on m'a tatoué de force le visage et maintenant j'ai cette tête. C'est très impressionnant. Horrible. Il y a cet aspect-là et puis ensuite il y a aussi une partie donc aujourd'hui c'est interdit par le pouvoir central, que ce soit en Inde ou en Birmanie. Mais elles ont une signification, elles ont un rôle. Signification qu'on dit légendaire. Qui soi-disant, les locaux n'arrivent eux-mêmes pas bien à justifier ça. Soi-disant, c'était pour que les femmes belles d'une tribu, puisqu'on ne tatoue que les femmes, ne se fassent pas enlever par la tribu voisine. On les rendait laides avec les tatouages. Ensuite, chaque ethnie a des tatouages différents. Donc il y en a, c'est des cercles concentriques, d'autres, c'est comme vous disiez, une sorte de toile d'araignée qui part du centre du visage. Il y en a où c'est simplement des traits. Du coup, en tout cas, c'est aussi un mode de reconnaissance et puis c'était probablement un rituel d'entrée dans la tribu parce que toutes les femmes étaient tatouées. C'est pas que simplement certaines l'étaient. Alors ensuite, vous allez au Laos et surtout pour obtenir le visa, je crois que c'est extrêmement compliqué sur le plan administratif pour avoir le visa pour pouvoir aller en Chine. Un mot sur le Laos ? Alors moi, en fait, le Laos, j'avais effectué un stage à l'ambassade de France 8 ans avant. Et ce qui m'a le plus fasciné, c'est la sensation d'immobilité. Elle parlait de la nonchalance des Laotiens. Ah oui, il y a cet aspect de très forte tranquillité et puis ils sont assez tranquilles, disons, avec le principe de gagner de l'argent, ce qui est une certaine sagesse. Et ensuite, il y a vraiment, c'est-à-dire que dans la capitale, donc pour ceux qui connaissent pas, la capitale Vientiane, en fait, c'est une toute petite ville. Quand, par exemple, des touristes arrivent pour se faire déposer à Vientiane, ils pensent qu'ils sont sur une des villes intermédiaires avant, quand ils arrivent de Bangkok, par exemple. Ils n'imaginent pas du tout qu'ils sont arrivés dans la capitale. C'est petit, c'est calme, c'est tranquille. Et moi, ce qui m'a le plus fasciné en 8 ans, c'est que ça avait très peu changé. Donc, par exemple, vous aviez les mêmes mendiants aux mêmes endroits. Moi, 8 ans avant, j'avais fait un travail notamment sur la prostitution à Vientiane. Et quand vous retourniez dans les lieux de prostitution, vous aviez un tiers des femmes qui étaient les mêmes. Il y a une espèce d'immobilisme fascinant. Alors après le Laos, le Vietnam, pays qui m'est cher, vous visitez en moto le nord du Vietnam, en commençant d'ailleurs par Dien Bien Phu. Donc il y avait quelque part une sorte de pèlerinage français. Par hasard, Dien Bien Phu s'est trouvé sur notre route. Ouais. Et en fait, on s'est fait complètement happer par un sujet sur lequel on pensait pas forcément enquêter plus que ça, qui est évidemment la guerre d'Indochine. Ayant moi-même des ancêtres qui ont fait la guerre d'Indochine. Et en fait, on s'est précipité sur cette route qui reliait tous les anciens forts coloniaux français. Et on a basculé complètement dans l'histoire. Toujours avec nos livres. Alors là, les auditeurs liront donc ces passages qui sont forts au Vietnam. J'avais la joie d'inviter Lucie Taillade, qui a créé une société qui s'appelle Trendetics, qui connaît très bien cette partie du Vietnam et du Laos aussi, et toutes ces parties. Elle essaye, elle, justement, de défendre le patrimoine culturel et ethnique aussi de ces pays-là. Le Vietnam, en quelques mots, qu'est-ce que vous vouliez en dire ? Justement, vous avez été à Hanoï, mais surtout cette partie montagneuse du nord qui est au bord de la Chine aussi. On a trouvé que c'était un endroit où, pour le coup, la confrontation à la modernité donnait chez les peuples des montagnes quelque chose d'assez original,
qui était finalement une incorporation complète de la modernité à leur tradition sans les renier. Pour donner un exemple très concret, peut-être Charles-Antoine sur celui des costumes, c'est toi qui l'as écrit. Volontiers. En fait, quand on se promène dans ces endroits-là, déjà, tout le monde porte sa tenue traditionnelle. C'est impressionnant. Il y a, alors c'est surtout, enfin, du côté des femmes, mais la totalité des femmes portent des tenues traditionnelles qui sont toutes différentes selon les tribus, donc vous en croisez des dizaines et des dizaines par jour. Du coup, nous, on se demandait, mais c'est étonnant, pourquoi est-ce que quelques pays à côté, ça a complètement disparu, et pourquoi est-ce que là, c'est resté totalement vif? Et on s'est rendu compte qu'il y avait eu vraiment une capacité à incorporer la modernité dedans. Donc, par exemple, ils changent la façon dont ils les construisent. Donc, ils mettent des perles en plastique au lieu de mettre des perles en X ou Y. Il y a des usines, en fait, maintenant, qui produisent ces tenues-là. Donc, elles sont plus produites à la main. Mais là, il y a vraiment une sorte de capacité à garder ces cultures, ces traditions dans un monde plus moderne. Alors, on arrive en Chine, on bascule en Chine. Là, vous allez donc remonter la Chine, vous allez vers le Tibet et vous allez donc revenir vers les terres, vers l'Himalaya et là, vous entendez parler des persécutions là-bas aussi contre le Tibet ou ça se passe comment ? En fait, on est allé dans un endroit qui nous fascinait puisque on était tombé sur un ouvrage qui parlait de cette zone très peu connue qui s'appelle les marches tibétaines. Donc zone montagneuse très proche de la frontière du Tibet administratif pour lequel il faut un permis spécial. Qui avait été une terre de mission au 19e siècle. Exactement, voilà. Ça avait été une terre de mission avec une histoire, une épopée vraiment extraordinaire où il paraît qu'il restait des communautés encore chrétiennes, croyantes, qui pourtant n'avaient pas eu de prêtre depuis plus de 50 ans, depuis l'avènement du communisme. Et nous sommes donc partis, en s'appuyant sur les cartes des archives des missions étrangères de Paris, sur la trace de ces missionnaires. Et ça donnait quoi ? Eh bien, c'est un endroit absolument fascinant. Vous êtes tout au bout, disons, de la dernière vallée à l'ouest de la Chine. C'est très très long d'accès. Après, il faut marcher quelques jours. Et on finit par arriver dans des endroits où vous passez un col, vous êtes à quelques milliers de mètres d'altitude, vous descendez un peu, puis là, tout d'un coup, vous avez des églises partout. Il y a 2 vallées, en fait, qui ont chacune une petite dizaine d'églises. Et où les gens... Ce sont des chrétiens, des catholiques ? Oui, là, ce sont des catholiques qui avaient été convertis par des missionnaires des MEP. Et en fait, les gens sont... de Paris. Oui, les missions étrangères de Paris sont tibétains plus chrétiens. Donc, ils ont la double peine du point de vue du pouvoir centralisateur chinois. Et il y a vraiment une ferveur religieuse qui est extraordinaire, absolument fascinante. Et en même temps, il y a une sorte de révolte ou de capacité de rébellion contre le pouvoir central qui est aussi impressionnante. Comme c'était le cas au Tibet. Alors nous, justement, on n'a pas été dans le Tibet administratif parce que il fallait être accompagné d'un guide. Ensuite, là, ce qui est quand même très spécifique, c'est que ils sont très seuls. C'est-à-dire qu'autant... Ils sont très isolés. Oui, ils sont tibétains, mais ils sont pas bouddhistes. Et ils sont tibétains et catholiques. Donc, ils sont vraiment un petit groupe sur 2 vallées qui luttent un peu contre tout le monde, contre un énorme pouvoir central qui, du coup... Après, on pourrait en parler très longtemps, mais limite l'accès à la vallée, à supprimer le collège, si bien que les enfants doivent partir loin pour être enseignés. Pendant X temps, il y a eu des persécutions, leurs églises ont évidemment été détruites, les gens avaient caché leurs icônes, ils avaient eu des exilés qui avaient dû partir pour pas mourir. Là, il y a encore des violences assez régulières et des oppositions assez régulières avec les forces de l'ordre. Donc, c'est vraiment un endroit qui était absolument fascinant. En Chine, encore, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Moi, je dirais que le plus impressionnant, c'est quand même la politique d'uniformisation culturelle. Et du coup, qui s'est vu, par exemple, sur ces chrétiens tibétains, mais qu'on a aussi vu chez les Ouïghours, donc c'est les musulmans du Xinjiang, du nord-ouest de la Chine. Oui, à tel point que là-bas, il fallait couper sa barbe. Vous avez été obligé de vous raser. Là-bas, on va en prison quand on a la barbe. Donc, si on a moins de 40 ans. Moi, ça s'appliquait pas à moi parce qu'en fait... c'est évidemment à viser des locaux, ils s'en fichent un peu, c'est logique que les étrangers aient la barbe. En fait, il y avait aussi ça quand on a été par exemple dans une tribu qui s'appelle les Musso, qui est très spécifique parce que, alors on dit que c'est une tribu où on n'a pas de père ni de mari. Pour faire simple, c'est les femmes qui dirigent, et en fait, quand par exemple... c'est un matriarcat ? Oui, c'est un matriarcat, et puis quand un enfant homme par exemple naît, il restera habité toute sa vie chez sa mère, il sera élevé par sa mère et ses oncles,
et aussi par sa grand-mère. Mais du coup, l'homme reste habité chez sa mère et n'ira jamais habiter chez son épouse. Il n'y a pas de mariage officiel. Il y a une cérémonie, mais il n'y a pas de mariage au sens où nous, on l'entend. Et en fait, il y a une séparation, du coup, complète. Je connais beaucoup de mamans de ZTO qui vont écouter ça, qui vont regretter justement de cette tradition. Et il y a une séparation complète, en fait, entre le couple qui, normalement... en fait, l'aspect sentimental qui est juste réservé à la nuit, où les amants se voient la nuit, où les maris et femmes se voient la nuit, et tout ce qui est éducation, logique économique, transmission des terres, qui du coup reste dans la famille. Enfin, c'est un peu compliqué, mais l'idée étant que quelle que soit la variété de ces endroits, il y a toujours une politique très forte de suppression de ces cultures. Et par exemple, quelque chose qu'on voit partout, c'est que si vous voulez être fonctionnaire, il faut renier vos cultures. Donc, par exemple, si vous voulez être fonctionnaire et que vous êtes musso, il faut accepter de vous marier à la mode moderne, occidentale ou Han. Si vous êtes fonctionnaire et que vous êtes ouïghour, il faut accepter de ne plus aller à la mosquée. Et puis, je sais même pas si on peut être fonctionnaire en étant chrétien tibétain, mais en tout cas, il y a sûrement une petite exigence qui est liée à ça. Et après, c'est plus large. Il y a aussi des politiques où on vous offre des maisons. Si vous acceptez de quitter votre maison traditionnelle et d'aller dans une maison moderne, où on offre des téléphones portables et Internet parfois aux jeunes, aux endroits où il y a Internet. Enfin, il y a vraiment une politique très forte là-dessus. Après la Chine, la Mongolie, alors là, vous dites que dès qu'on franchit la frontière, c'est un contraste immédiat et brutal, c'est la steppe. C'est la steppe, et ce sont aussi physiquement, Oui. c'est incroyable la différence entre... C'est immédiat. Oui, vous êtes en face d'armoires à glace, avec les yeux très très fendus. Vous avez l'impression que rien n'a changé depuis les hordes mongoles. Donc là, vous délaissez les villes ou l'Ambator et vous voulez aller vers le nord qui vous aimante. On va être obligé d'aller vite, mais vous rencontrez une communauté des Sœurs de la Charité qui est un peu isolée, d'après ce que vous dites. Oui, le catholicisme en Mongolie est très récent, seulement une église qui a seulement 25 ans. Et les sœurs sont installées là-bas, mais contrairement à toutes les autres sœurs de la Charité qu'on a pu rencontrer pendant ce voyage, elles vivent dans la peur, dans la crainte. Et c'est là qu'on a découvert que, comme on le dit dans le livre, l'âme mongole, c'est surtout la baston. Et on était en Oui, puisque vous avez failli y passer vous-même. Disons qu'on voulait régulièrement tester ma virilité, et ce qui se traduisait par des envies de se battre avec moi. Ouais. Bon, vous en êtes bien sortis, les anges gardiens travaillaient bien. Alors, vous avez quelques passages sur le chamanisme mongol dont on a parlé tout à l'heure. On en reparlera juste un tout petit peu avant de finir, mais vous avez du respect pour ce chamanisme, ou pas vraiment? Moi, j'ai une sorte plus d'effroi. Enfin, je crois absolument à ces histoires d'esprit, personnellement. C'est plus que tous les chamans qu'on a rencontrés tout au long du voyage ont tous ce point commun d'avoir subi, entre guillemets, leur vocation. Personne ne devient chaman par choix. On devient chaman parce que souvent on a une vie très compliquée à côté et que c'est seulement en s'offrant comme intermédiaire entre le monde des esprits et celui des hommes qu'on trouve une certaine place. Des gens qui n'avaient pas l'air on n'est pas appelé à être chaman, ou il n'y a pas une destinée? Je pense à Corinne Sombrin, qui est chamane française, mais qui, elle, dit qu'elle a été appelée, en quelque sorte. Ça lui a été révélé. Elle l'a subi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion de liberté, en tout cas. Il n'y a pas du tout de la notion de dire « je suis appelé et je choisis délibérément de devenir chaman ». Elle a l'air d'en être heureuse. Oui, après, ce qui est très, très intéressant avec le cheminement de Corinne Sombrin, pour moi, c'est vraiment c'est très explicatif de notre modernité. C'est-à-dire que pour la faire courte, donc Corinne Sombrin, elle va en Mongolie pour un reportage. Pendant son reportage sur le chamanisme, elle entre en transe, elle s'en rend pas compte, elle se met à hurler comme un loup, etc., etc. Et une chamane lui dit, mais tu es chaman. Voilà, la chamane lui dit, en fait, t'aurais dû me prévenir que t'étais chamane. Et elle dit, je savais pas. Et on lui explique qu'elle est appelée à être chamane et que, en gros, souvent, l'idée, c'est qu'on n'a pas le choix si on veut que sa vie s'améliore. C'est un peu ça, la théorie, mais bon, peu importe. Du coup, elle apprend ça, elle devient chamane, et ensuite, avec notre esprit occidental, elle se dit, mais j'ai envie de comprendre, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que c'est vrai ou pas? Et du coup, elle entre en relation avec des scientifiques, on lui met des électrodes sur la tête, et elle est rentrée dans tout un processus de compréhension scientifique de la transe, et de compréhension scientifique du chamanisme. Et c'est vrai que moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que quand j'ai lu, son témoignage, etc., avec toute notre construction occidentale, moi j'ai en tout cas ressenti un profond soulagement au moment où la science était en capacité d'expliquer ça. Parce qu'on est face à quelque chose qu'on maîtrise pas, qui est complètement hors de nos codes. Tout le monde y croit. Nous, on a passé 1 an, pas que en Mongolie, à croiser des gens qui partout pratiquent le chamanisme et y croient. Et on est là, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire en fait? Et le jour où au moins on nous donne une explication qui est liée au fonctionnement du cerveau, ça veut pas dire que Donc c'est plus du domaine de la science que de la croyance, de la nature que du spirituel. Non, en fait, ce qui est expliqué dans ces cas-là, c'est comment on rentre en transe et qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là. Ensuite, on n'explique pas la science permet d'expliquer le comment, pas forcément là le pourquoi dans ce cas.
On va pas trop rentrer dans ce cas du chamanisme. Dernière étape, c'était Ispahan, c'était l'Iran. Vous avez des très belles phrases. On n'a pas le temps malheureusement d'en parler, mais c'est un temps fort, hein, ce temps persan et l'épilogue persan comme vous l'appelez dans votre livre. Et voilà, vous avez bouclé la boucle, vous avez fait votre voyage. Vous vouliez comprendre la marche du monde. Est-ce que vous pensez que vous l'avez comprise justement? On l'a peut-être à peine effleuré. Moi, je pense qu'on en revient avec quelques intuitions que je qualifierais de fondamentales sur le fonctionnement des sociétés humaines et qui vont ensuite nous aider à comprendre mieux le monde dans les années à venir. Et alors, justement, après avoir marché 1 an avec le recul aujourd'hui, est-ce que vous avez des réponses aux questions que vous vous posiez? Il y a une question qui vous obsédait, c'était comment les communautés, les tribus, les peuples des hautes terres hybrident-elles la modernité qui est importée notamment de cette partie, de notre partie du monde? Comment est-ce qu'elles se font rattraper par la modernité et comment est-ce qu'elles l'intègrent? Moi, je dirais que pour l'instant, dans la plupart des endroits où on a été, elles sont plutôt en plein conflit. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'endroits où on est vraiment là en plein choc. Vous avez une grand-mère qui a par exemple une tenue traditionnelle, un visage tatoué, et puis à côté d'elle, son petit-fils, il écoute de la musique étrangère et puis il a les cheveux teints. Et il est habillé avec un maillot de foot d'un club anglais. Donc, il y a vraiment des endroits comme ça où on est en plein bouleversement. C'est difficile de dire ce qui va se passer, ce qui va en rester ou pas. Ensuite, il y a quelques coins qui sont intéressants parce que ils montrent qu'il y a une possibilité de survie pour ces cultures et ces spécificités. Donc, on a parlé tout à l'heure du nord du Vietnam, mais on pensait à ça à propos des Kurdes aussi. Mais moi, j'ai une autre idée qui me vient en tête, c'est des éleveurs de rennes au nord de la Mongolie. Donc, c'est un peuple qui s'appelle les Tsatanes, qui du coup vivent de façon très simple. Ils ont simplement des tipis et des rennes. Et puis, ils ont vraiment rien. D'ailleurs, c'est intéressant, ils travaillent très peu, donc c'est pas du tout parce qu'ils seraient, comme on peut s'imaginer, débordés de travail ou qu'ils n'ont pas le temps de construire plus, etc. C'est vraiment un choix. Eux, typiquement, ils ont vécu la période soviétique où c'était matériellement bien plus développé. Ils étaient très nombreux, il y avait donc des écoles, il y avait même des théâtres qui passaient dans ces endroits, il y avait des hélicoptères. Et puis après la période soviétique, tout ça a disparu. Et ils avaient un choix à faire entre aller s'installer en ville dans un mode de vie moderne ou revenir à des modes de vie vraiment précédant la période soviétique. Donc revenir à des modes de vie de chasseurs-cueilleurs alors que sous le soviétisme, ils n'en étaient pas là. Et là, ils ont fait ce choix-là, qui du coup est un choix complètement délibéré et qui est vraiment un choix presque de post-modernité. Bon, quand on y va, ça peut faire un peu peur si on se dit que c'est ça la post-modernité. Mais en tout cas, là, il y a vraiment quelque chose où il y a un choix délibéré de maintien de leur culture. Alors, il y a une chose qui est très forte. Vous dites que vous avez découvert, est-ce que c'est vraiment pendant ce voyage, qu'un des fondamentaux, en fait, de nos sociétés, c'est que, et vous l'avez beaucoup plus éprouvé là-bas, c'est que nos sociétés reposent sur la croyance et sur le don. Partout, en fait, c'était un énorme liant, un point commun à tous ces endroits si différents. Et si on veut faire l'effet boomerang, en fait, chez nous aussi, on a beau se fermer les yeux là-dessus, notre société, elle est pétrie de croyances. Peut-être croyances dans la science, en tout cas, elle est pétrie de croyances. Moi, j'irais même plus loin et dire qu'en fait, aussi bien chez nous que là-bas, le système économique, donc la relation marchande, repose là-dessus. C'est-à-dire que si on veut que l'économie fonctionne bien, donc que les échanges marchands, matériels soient efficaces, on a besoin d'avoir beaucoup de dons contre dons et on a besoin d'avoir beaucoup de croyances. Ça peut paraître antithétique vu de France où on a l'impression que le marché s'attaque à ça, mais on pourrait en parler des heures. C'est vraiment les fondamentaux de la vie sociale et typiquement, moins vous avez de dons contre dons et moins vous avez de croyances, plus ça va être coûteux et compliqué d'avoir une vie collective et plus le système économique va lui-même dysfonctionner. Donc on a vraiment un lien entre tout ça qui est bien différent souvent des conceptions qu'on va avoir de notre société occidentale. Le don, la croyance, en tout cas, on ne peut qu'effleurer ce sujet qui est bien abordé dans votre livre. Vous pensez que c'est pas naïf, en fait, ou utopiste d'espérer que notre monde ici se remette à ces fondamentaux du don et de la croyance? En fait, je pense que notre monde l'est encore. C'est-à-dire que si on regardez dans votre vie, vous avez eu beaucoup plus de choses par le don que par l'achat. Toute votre éducation, le fait de savoir parler, en fait, c'est énorme la part qui est reçue par ça. Et pour moi, l'enjeu, c'est pas de dire que notre société doit refonctionner à travers le don et la croyance, c'est plutôt de prendre conscience que c'est déjà le cas et du coup d'avoir en fait les bons outils de compréhension de la société pour mettre en valeur que oui, la société aujourd'hui aussi fonctionne principalement par le don contre don et par la croyance. Et au fait,
le système économique a une part mineure encore aujourd'hui dans nos vies, dans ce qu'on sait, dans tous les services qui nous sont rendus, dans tout ce dont on a profité depuis qu'on est tout petit. Alors avec tous ces chocs culturels, spirituels, intellectuels, physiques que vous avez vécus, votre foi chrétienne, elle a évolué, elle a tenu. Comment ça s'est passé pendant tout ce temps-là et aujourd'hui ? La question est bonne parce que en essayant de prendre du recul sur ce sujet du vécu spirituel, j'ai fini par me rendre compte que j'avais l'impression, moi en tout cas, d'avoir vécu pendant cette année une sorte de condensé de différentes étapes spirituelles qu'on peut vivre normalement au long d'une vie. Donc, je parlais tout à l'heure de cette tentation du relativisme qui m'a beaucoup bouleversée sur les premiers mois, une sorte de malaise à pas savoir comment me situer. Ensuite, après un séjour chez un missionnaire très charismatique, j'ai un peu basculé dans la fascination du gourou qui vous dit si vous êtes chrétien, normalement vous mettez Dieu avant tout, peu importe les moyens, c'est la fin compte. Donc, si je dois détruire des spécificités d'une culture pour transmettre des valeurs chrétienne et qui du coup forcément occidentale, c'est pas grave, détruisons. Voilà, donc je suis passée par cette autre extrême en fait. Et puis petit à petit, en cheminant physiquement mais aussi intellectuellement au cours du voyage, j'ai progressivement retrouvé une forme d'équilibre entre ces deux pôles inversés. Notamment grâce à l'exemple des missionnaires des missions étrangères de Paris, qui est quelque chose de très harmonieux, stabilisateur. Voilà, donc c'est peut-être de vivre en puissance 1000 quelque chose que vous auriez vécu de manière peut-être plus diffuse au cours de votre existence. Donc votre foi chrétienne, en fait, en est ressortie grandie ? Ou en tout cas pas atteinte ? Pas atteinte, c'est sûr, bien que j'ai cru à plusieurs moments qu'elle l'était. Elle en est sortie renforcée, elle en est sortie peut-être plus ouverte d'esprit. Parce qu'on sent que vous avez beaucoup de respect pour les autres religions et les autres sagesses que vous avez rencontrées. Oui. Et un moment qui incarne peut-être bien cela, c'est lorsqu'on est tombé par hasard sur la visite du pape en Birmanie, qui était la première depuis 50 ans. Le Vatican renouait les relations diplomatiques avec la Birmanie. Et on était à la messe du pape, où il n'y avait que des tribus à plumes, à pompons, à poils, enfin des gens tatoués. Enfin voilà, on était là au milieu d'eux et on se disait en fait, être pape, c'est être pape pour une mère de famille versaillaise, mais c'est aussi être pape pour une mamie tatouée qui descend des profondeurs de sa montagne. Qu'est-ce qui, selon vous, rapproche... alors, on a toutes ces différences de religions. Qu'est-ce qui rapproche les religions, les sagesses humaines ? Est-ce qu'il y a un point commun qui les rapproche et qui permet justement de tolérer et d'accepter les autres religions ? Ce qu'on a trouvé intéressant là-dessus, c'est qu'on a l'impression qu'en fait, dans chaque religion, vous avez une possibilité de violence et vous avez aussi de très grande sagesse. Typiquement, on a l'impression, vu de France, que les bouddhistes sont l'incarnation de la sagesse et que jamais un bouddhiste sera violent. Vous allez en Birmanie, ce sont des moines bouddhistes qui tuent, qui frappent à mort et qui brûlent des villages musulmans. Donc, je pense que de toute façon, dans la religion instituée, il va y avoir toujours l'humanité. Donc, il y a aussi bien, oui, on croise de très grands sages et on croise des gens très bornés et très violents dans toutes les religions qu'on a pu voir. Et alors, qu'est-ce que finalement vous avez, en conclusion de ce livre, qu'est-ce que vous avez retiré le plus ? Vous parlez, il y a une chose qui m'a frappé, ça revient au titre « Entre les plis du monde », vous dites que nous partageons maintenant les entailles du front de tous ces êtres que nous avons rencontrés, la ride du monde. Vous vouliez dire quoi par là ? C'est un beau rapprochement avec le titre, j'ai trouvé. Une année passée, un vécu très fort qui, je pense, nous a marqué physiquement, aussi bien que mentalement. Et en fait, moi, je me souviens très bien du moment où on a écrit cette conclusion. Et bien moi, je me suis vraiment souvenu, au moment de finir ce livre, j'ai vraiment eu une sorte de défilement de tous les visages qu'on a pu voir aux quatre coins du monde. Donc, il faut imaginer que c'est des visages qui n'ont rien à voir. Il y en a qui sont plus foncés, plus clairs. Il y en a qui ont donc des visages tatoués, des visages avec des bambous dans le nez, des visages avec des grands chapeaux extraordinaires, etc., etc. Et au fond, à chaque fois, le point commun de ces gens, c'était que souvent, on s'intéressait aux aînés parce que c'est eux qui avaient à nous transmettre des choses. Et du coup, ils avaient tous des rides. Au fond, ils avaient tous vécu. Ils avaient tous construit des sociétés spécifiques. Ils avaient tous construit des choses qui n'avaient rien à voir avec des traditions complètement différentes. Mais au fond, c'était ça
C'était ça la marche du monde, c'est-à-dire c'est toujours d'essayer en vivant de construire ces spécificités humaines. Et c'est pour ça qu'on a un peu cette sensation d'avoir vu défiler tous ces visages. Leur seul point commun, au fond, c'est le fait de vivre, et on a évidemment ce point commun avec eux. Alors, c'est quoi vos projets aujourd'hui ? On se dit que si on devait avoir un projet lié à ce voyage, on irait s'installer dans l'un de ces endroits qu'on a traversés. Je pense par exemple à des missions cachées dans les limbes de la forêt birmane, où on aurait bien voulu rester plus longtemps pour approfondir le mode de vie des tribus chrétiennes qui vivaient là-bas. Et je pense qu'on aimerait bien s'installer pour un temps plus long dans un endroit fixe comme celui-ci. Vous allez le faire ? On verra. Mystère. En tout cas, je tiens Charles-Antoine et Cécile à vous remercier de tout cœur pour cet échange et cette traversée du monde qu'on a faite. Bravo pour votre courage et puis pour tout ce qu'on en reçoit, tout ce qu'on apprend. Et en même temps, ça donne un signal d'espérance parce que vous n'êtes pas revenu avec le désespoir. Il y a vraiment beaucoup de conviction et beaucoup de force qui se dégagent de votre livre. Vous êtes d'accord avec moi ? Absolument. Merci en tout cas. Merci beaucoup à vous. Merci infiniment. Merci chers auditeurs. À bientôt pour un prochain épisode de ZTO.